Et donc on participe au master de recherche des soins palliatifs et fin de vie et dans ce cadre-là, on présente, alors moi je vais faire la présentation et ça sera discuté par, le docteur Matré. Pour l'étude, alors je vous la fais en anglais, après je vous ferai une traduction en français. Sedation Practices in Palliative Care Services Across France, a Nationwide Point Prevalence Analysis, donc qui a été fait par le docteur Frasca, publié en 2023. C'est, donc une étude pour les moins bilingues, c'est une étude sur, l'analyse de la prévalence des sédations, dans les services de soins palliatifs, que ce soit à l'hôpital et au domicile en France. Dans l'introduction de cette étude, ils reprennent la définition de la sédation comme l'utilisation d'un médicament sédatif pour réduire la vigilance du patient. Ils reprennent le cadre législatif qu'on connaît tous de la loi de 2016, pour reprendre quand même parce que c'est important, c'est, donc les patients atteints d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, définition du court terme qui a été précisée, sur les recoups de la chaise en 2018, revisitée en 2020 sur quelques heures, quelques jours. Chez ces patients, on peut réaliser une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès pour ceux qui ont des symptômes réfractaires et si l'arrêt d'un traitement engage le pronostic vital à court terme, susceptible d'entraîner une souffrance, insupportable, que le patient puisse, donner son avis ou, s'il n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté, on va le faire au titre du refus de l'obstination déraisonnable. Dans la suite de l'introduction, donc, dans sa bibliographie, il explique qu'il, trouve que la prévalence des sédations est en fait assez floue, et qu'il y a peu d'études sur les services de soins palliatifs, que ce soit hospitaliers et au domicile. Donc l'objectif de son étude, c'était d'estimer la prévalence de la sédation profonde chez les patients en phase terminale orientés vers un service de soins palliatifs à domicile ou en milieu hospitalier en France. Pour la méthode, c'est une étude nationale, multicentrique, observationnelle, prospective, transversale. Les données étaient relevées sur 3 jours avec, au minimum un mois d'écart entre 2 jours. C'était entre le 1er septembre 2020 et le 31 novembre 2020. En fait, ils ont contacté, via, la SFAP, toutes les institutions, de soins palliatifs, donc les unités de soins palliatifs, les institutions avec les lits identifiés soins palliatifs, les équipes mobiles de soins palliatifs, que ce soit au niveau hospitalier et domicile, les réseaux de soins palliatifs et les HAD. Les critères d'inclusion, c'était les patients qui étaient en situation palliative terminale avec une espérance de vie estimée à moins ou égale à 4 semaines et les patients qui ont bénéficié d'une sédation profonde dès l'induction, heu, définie par un Richemont à -4 ou -5 ou à absence de mouvement à l'appel, pour une durée transitoire, indéterminée ou maintenue jusqu'au décès. Les données étaient recueillies dans le dossier du patient et s'il manquait des informations, c'était demandé au médecin ayant réalisé la sédation. Pour les données des patients sédatés, il y avait les caractéristiques du patient, la prévalence des sédations et les caractéristiques de la sédation en elle-même. Pour les résultats, sur toutes les structures, contactées, il y a eu seulement 17,5 de réponses, mais ça fait quand même 68 unités de soins palliatifs, 82 institutions avec des lits identifiés soins palliatifs, 82 équipes mobiles de soins palliatifs hospitalières et domicile, 58 réseaux de soins palliatifs et 41, hospitalisations au domicile. Pour les résultats du coup de la prévalence de la sédation, au total, il y avait 50 000, 50 000 non, peut-être pas non plus, 5 714 patients avec, en phase terminale. Sur les unités de soins palliatifs, donc il y a eu 1 170 patients, relevés. Dans ces patients, il y a eu 8 de sédation. 45 patients pour une sédation transitoire, 25 pour une durée indéterminée et 24, pour une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Pour les lits identifiés soins palliatifs, donc il y a eu 685 patients en palliatif terminal, 22, avec une sédation, donc ça fait 3,2
4 étaient avec une sédation transitoire, 9 pour une durée indéterminée et 9 maintenus jusqu'au décès. Pour les équipes mobiles hospitalières, sur les 1256 patients, il y a eu 23 sédations, donc 1,8%. 2 patients étaient avec une sédation transitoire, 12 avec une durée indéterminée et 9 maintenus jusqu'au décès. Pour les équipes mobiles de soins palliatifs du domicile et les réseaux de soins palliatifs du domicile, il y avait 937 patients en situation terminale. 6 ont eu une sédation, donc ça fait 0,7%. 1 a eu une sédation transitoire, 1 avec une durée indéterminée et 4 maintenus jusqu'au décès. Et pour les hospitalisations au domicile, il y avait 1666 patients. Seulement 11 ont eu une sédation, donc 0,7%. 1 était une sédation transitoire, 5 a duré indéterminée et 5 maintenus jusqu'au décès. Donc au total, sur les 5714 patients, il y a eu 156 sédations, 2,7%, 53 transitoires, 52 à durée indéterminée et 51 maintenues jusqu'au décès. Pour les caractéristiques des patients ayant bénéficié d'une sédation, la médiane de l'âge est de 70 ans. Il y avait quasiment autant d'hommes que de femmes. 78,8% avaient un cancer. Après, c'était une maladie neurodégénérative pour 7,7% des cas. Alors, pourquoi il y a eu des sédations? Donc, pour les sédations transitoires, donc il y avait 53 sédations transitoires sur les 156. La plupart étaient pour des insomnies, donc avec les sédations nocturnes, pour 33 patients sur les 53. 12 patients sur les 53 étaient réalisés pour des douleurs réfractaires, mais sur un court moment. Après, c'était l'anxiété, la dyspnée, l'agitation, la douleur. Pour les sédations à durée indéterminée, donc il y avait 52 patients dans ce cas-là. 23 patients ont bénéficié de cette sédation indéterminée à durée indéterminée pour de l'anxiété. 22 pour une urgence palliative, une asphyxie, une hémorragie ou un délirium, et 7 patients pour des douleurs réfractaires. La sédation maintenue jusqu'au décès a été réalisée pour 51 patients. Alors là, ils reprennent les cadres de la loi. Donc pour 29 patients, c'était dans la situation de symptômes réfractaires. Pour 15 patients, c'était dans la situation où il y avait la décision d'arrêter un traitement qui les maintenait en vie et qui pouvait conduire à, euh, à des souffrances réfractaires pour les patients qui n'étaient pas en capacité de s'exprimer. Il y a eu 6 patients hors la loi, entre guillemets, avec une sédation réalisée en dehors du cadre, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en capacité d'exprimer leur volonté, mais les soignants de l'entourage percevaient des symptômes réfractaires. Et pour un patient, c'est le patient qui a décidé d'arrêter un traitement qui le maintenait en vie et qui, du coup, pouvait conduire à des symptômes, inconfortables et insoutenables. Comment ont été faites ces sédations? Alors là, on va voir le cadre légal aussi pour notamment la notion de consentement. On voit en fait qu'il y a dans 43,5% des cas, le consentement n'était pas donné. Dans 25% des cas, c'était donné au moment de la sédation. Dans 21% des cas, c'était avant la sédation. Et dans 9% des cas, c'était une demande spontanée du patient. La procédure collégiale a été réalisée dans 53,2%. Dans 46,2%, c'était noté dans le dossier et si c'était pas noté, c'était demandé au médecin. Mais voilà, on arrive, à 53% de procédures collégiales réalisées. Pour les médicaments utilisés, à visée sédative, donc c'est l'Hypnovel dans 86% des cas, le midazolam. Le midazolam avec les neuroleptiques, dans 6% des cas. La kétamine, pour seulement 6 patients, le propofol pour 4 patients et pour 2 patients, le chlorazépate. Et on peut voir que pour les médicaments associés, donc les opioïdes, c'était
mis pour 24,4% des situations. Les forces de l'étude, donc c'est une étude prospective multicentrique qui s'intéresse au monde hospitalier et au domicile, avec une force notamment du nombre de patients, quasiment 6000 patients. Pour les limites, alors ils ont recueilli uniquement les sédations profondes, ils ont complètement écarté les sédations proportionnées. Il n'y a pas eu de suivi de durée pour les sédations transitoires ou à durée indéterminée, avec un biais de sélection puisque seulement 17,5% des structures ont répondu. En conclusion, donc, finalement, dans cette étude, on se rend compte que la pratique sédative a une faible prévalence, notamment au domicile où on arrive à 0,7% et dans les unités de soins palliatifs à 9%. Et il note bien dans l'étude d'améliorer la prise en charge antalgique et le recueil du consentement. Voilà pour ma partie et je laisse du coup le docteur Matré faire la discussion. Bonjour à tous et à toutes. Bon, du coup, Aurore, on en a parlé ensemble, donc merci d'avoir présenté l'étude. C'est vrai que moi, on en a parlé, mais j'ai plusieurs questions qui sont venues. C'est vrai qu'ils en parlent rapidement en disant que la prévalence finalement de la sédation est assez faible, notamment par rapport aux pays européens. Alors, ils le détaillent notamment par rapport aux pays du nord de l'Europe, avec qui ont des prévalences de sédation un peu plus élevées. Alors, moi, je me suis surtout dit que c'était parce que contrairement aux études faites dans les pays européens, ils incluaient tout patient pris en charge par toute équipe en intra-hospitalier notamment, c'est-à-dire y compris, hors LISP, donc hors lit identifié de soins palliatifs, hors, MSP, hors USP. Or là, dans cette étude, on inclut uniquement dans les structures de soins palliatifs, par la sélection via la SFAP. Voilà, est-ce que toi, tu avais d'autres, la prévalence me semble un peu basse. Après, on a pu effectivement rater des patients, par ce biais-là de sélection. Alors, là, c'est vrai que c'est la différence avec les autres pays où ils voyaient les réanimations, les urgences, ce qui n'est pas le cas. Et il y a eu une étude, du coup, l'an dernier avec du docteur Pommier, qui en fait reprend 6 unités de soins palliatifs et qui retrouve en fait une prévalence ultra hétérogène, allant de moins de 1% jusqu'à plus de 50%. Donc, et en fait, dans la littérature, la prévalence, et c'est pour ça qu'il y a eu cette étude, c'est que c'est assez vaste, mais que ce soit en France ou dans les autres pays, notamment du fait de la définition de cette sédation. Et c'est assez équipe dépendant au final, on a l'impression. C'est totalement équipe dépendant, ouais. Après, je trouve que dans cette étude, on voit bien la différence entre domicile et hospitalier, qui est là pour le coup assez attendue. 80 de cancer, moi ça m'avait paru assez logique et assez attendu. Après, j'ai été aussi très étonnée sur, le sujet du consentement. Tu en as parlé dans la conclusion. On je reprends les chiffres, mais globalement, c'est 43 de consentement obtenu, avant, ou alors juste avant ou bien en amont de la sédation. Sachant que dans la définition du consentement, ils incluaient aussi les consentements demandés aux familles, si aux familles ou aux personnes de confiance, si les patients ne pouvaient pas le donner. Mm. C'est vrai que ça m'interpelle un petit peu, surtout dans des structures, spécialisées, en gros, de soins palliatifs. Ça m'interpelle un petit peu et également aussi la collégialité qui est à peu près autour de ces chiffres-là, hein, 50 de procédures collégiales pour les Oui. sédations, surtout des sédations profondes. Moi, ça m'interroge un peu. Il y a pas trop de détails, dans l'article, c'est pas expliqué, en détail. Après, en fait, ça m'interroge surtout parce que la sélection on sélectionne des équipes spécialisées et donc j'avoue que j'attendais un peu plus des chiffres un peu plus élevés que, 40 à 50 de consentement et collégialité. Après, c'est vrai que dans la loi et dans les recommandations, là, ils n'ont pas différencié sur les procédures collégiales et le consentement, que ce soit pour je vais y arriver, pour les proportionnés et pour les sédations profondes. Alors, est-ce que il y a eu une absence
Pour les patients où ils se sont dit, bon, bah, ça va être durée indéterminée, on fait pas la procédure collégiale, je sais pas. Je crois que c'est pas détaillé. Je sais pas comment faire pour donner la quand il y a une main levée. Ben, Je vais me taire. non, 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 on discute. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. C'est vrai qu'elle est. Tu sais si c'est le même travail que justement l'étude de Pommier, enfin, si Gary Pommier avait fait une réanalyse d'une partie des centres interrogés ou si c'est deux travails différents? Alors, c'est deux travails complètement différents où là, l'étude du docteur Frasca, c'est vraiment dans toute la France. Il y a pas de ville prédéfinie. Alors, il donne pas exactement les détails des HAD, des unités, alors que Gary a fait vraiment sur 6 villes distinctes. Donc, je ne sais pas s'il y a eu les mêmes USP ou pas qui ont été vus. Après, juste au niveau de la prévalence et puis de vos réflexions par rapport à la procédure collégiale, en effet, c'est sûr que le fait d'avoir exclu toutes les sédations qui n'étaient pas profondes d'emblée vient forcément enlever une partie des pratiques sédatives finalement qui existent et qui sont Oui, peut-être répertoriées à l'international. Donc là, on vient limiter un petit peu notre regard. Et puis après, ben, dans les sédations d'emblée profonde, on sait qu'il y a plein de différentes sortes de sédation. Il y en a qui requièrent d'une procédure collégiale, mais il y en a qui ne en requièrent pas, et notamment dans la sédation pour détresse, par exemple, pour une détresse hémorragique ou respiratoire aiguë, dont on sait que les choses ne sont pas améliorables. Finalement, on sait qu'elle va être maintenue jusqu'au décès, mais pour autant, elle n'est pas dans le cadre de la loi Claes-Leonetti, et donc il n'y a pas d'indication à une procédure collégiale. Enfin, peut-être en tout cas que ça vient nuancer un petit peu oui, la, la faiblesse de ces chiffres. D'ailleurs, quand tu as bien dit, ben, il y a des pratiques qui sont hors la loi, finalement, elles sont oui, hors le périmètre de la loi, mais elles ne sont pas illégales pour autant. Enfin, oui, 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 bien sûr. Alors en fait, quand on regarde les tableaux, c'est vrai que les dyspnées réfractaires, les agitations réfractaires et les, 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 les- on va dire les symptômes très aigus, j'ai l'impression que c'est quand même des pourcentages faibles, mais c'est vrai qu'ils sont pas tous détaillés. Typiquement, il n'y a pas le pourcentage d'hémorragie aiguë nécessitant une Oui, sédation profonde, alors qu'il y a 20% des cancers, enfin il y a 80% de cancers et je crois qu'il y a 20% des cancers, c'est des cancers digestifs, donc on sait que ça peut concerner pas mal de patients finalement. oui, c'est vrai. Après, moi c'est vrai que l'autre, enfin je sais que toi aussi ça t'a interrogé, c'est l'utilisation des antalgiques pendant la sédation. Ça, j'avoue que je suis curieuse parce que je ne travaille pas dans une structure, type USP. Moi, je suis plutôt sur des LISP et en équipe mobile, intra-hospitalière et à la base, je suis surtout gastro-entérologue et oncologue digestif. Je suis curieuse d'avoir l'expérience de tout le monde parce que, ça m'a quand même interpellée que finalement, on n'a que 24% d'utilisation de morphinique, sur les sédations profondes et parce que là, finalement, on inclut uniquement des sédations profondes. Donc ça exclut les sédations proportionnées où effectivement l'utilisation d'antalgiques pour moi se discute plus. Mais 24% d'utilisation, je crois que c'est 24,4 exactement, d'utilisation de morphinique, pour les sédations profondes, ça m'interroge. Alors après on a, 21% de sédation transitoire, donc ça peut expliquer une partie, mais ça me semble pas expliquer, tout. Sachant qu'effectivement, on a regardé alors, sur les textes, on a regardé la sédation profonde et continue, c'est écrit très clairement que des antalgiques doivent être mis. Dans les recommandations de l'HAS, c'est moins clair et je crois, pour en avoir discuté avec, Aurore, que les pratiques, sont là aussi très hétérogènes et finalement, c'était le but de cette étude, hein, de mettre en avance des pratiques, hétérogènes. Je sais pas, quelles sont l'expérience de d'autres USP ou d'autres équipes mobiles notamment? Aurore, je crois que toi aussi, c'est quelque chose que tu avais pu observer? Ouais, Une hétérogénéité des pratiques? après, où on en revient où finalement dans ma pratique à moi, la prévalence de la sédation est finalement assez rare et dans les différentes villes que j'ai fait, cette question de l'antalgie était assez systématique où
on le mettait quasiment, enfin non, on l'a toujours mis, mais je sais que voilà, en fonction des, des professionnels, des équipes, c'est différent. C'est pas systématique, on se questionne. Il y a toujours ce questionnement-là, quand même, malgré tout, de l'évaluation, et est-ce que ça a un intérêt ou pas de mettre l'antalgie. Peut-être après, on s'attendrait à avoir de plus grandes proportions de patients sous antalgiques. Alors après, les opioïdes ne sont pas les seuls antalgiques possibles, mais c'est vrai que dans les dans les trois indications de la loi Claes-Leonetti, on s'attend à ce que ça y soit associé, mais c'est pas obligé d'être un opioïde, ça peut être un palier 2, mais bon, on attend à ce que ce soit là. Et on attend aussi à ce qu'une partie des patients qui bénéficient d'une sédation, qu'elle soit transitoire ou intermittente, soit également sous opioïdes. Mais est-ce que la question était posée comme une association systématique dans le cadre de la pratique sédative, ou est-ce que ça répertoriait aussi tous les patients qui étaient déjà sous opioïdes auparavant, avant la, la mise en place de la sédation? Comment était posée la question en fait? C'était Alors, Associated Drug, donc c'est l'association à l'administration d'opioïdes. mais c'est pas On n'a pas plus de précisé détails. ouais, dans l'étude, c'est pas précisé, mais en tout cas, c'était au moment de la sédation. Est-ce qu'il y avait une prescription d'opioïdes, mais est-ce qu'elle était déjà là avant ou pas? C'est pas Mm. précisé. Mm. Mais ce qui est étonnant aussi, parce que c'est des patients où pour 80% avaient un Le cancer, cancer. donc c'est... Après, cette étude, elle met en avant, je trouve, des pratiques très hétérogènes, et finalement, je pense que c'était l'intérêt et le but, hein, de cette étude. Moi, je trouve que ça pose beaucoup de questions, notamment sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Je je pense qu'il y a un champ, il y a tout un champ à explorer. Aurore, je sais que tu es sur le sujet. C'est ça. C'était un peu pour vous présenter, ou peut-être que je vous représenterai après la présentation de mon mémoire, où justement il y avait ce questionnement-là sur les sédations, comment on en arrive à des pratiques aussi hétérogènes. Voilà. Donc on verra l'an prochain. Je vous donnerai la suite. Ça nous donne envie d'en savoir plus. Eh bah oui. Quelle est ta... Et tu sais s'ils avaient demandé, enfin, s'il y avait des questions autour de l'évaluation Sur dans leur questionnaire l'évaluation, de l'efficacité de la pratique sédative, sur de manière qualitative, quel était le ressenti des soignants? ou quelle évaluation a été faite, clinique, le RAS, enfin, voilà, est-ce que la sédation avait été efficace ou pas Ça, il n'y a pas. Là, c'est binaire. C'est y a-t-il eu une sédation, oui, non. Et est-ce que ça répond aux critères du coup, donc, il disait, ou c'était le Richemont -4, -5, ou ne répond pas à l'appel. Mais voilà, il n'y a pas eu notamment la notion d'évaluation sur la douleur, sur l'efficacité, sur est-ce que le patient se réveillait après ou non. Ça, il n'y avait pas. C'était vraiment à l'instant T, combien y a-t-il de sédation? En fait, c'est aussi très lié au mode de sélection, c'est-à-dire qu'ils ont pris sur 3 mois, chaque unité a fait 3 jours de recueil, en incluant tous les patients incluables, et en comptant le nombre de sédations dont l'objectif était qu'elles soient profondes. Donc on a même pas, en fait, c'est finalement sont inclus tous les patients en phase terminale, et sont notés tous les patients qui bénéficient d'une sédation dont l'objectif est qu'elle soit profonde. Mais dedans, on n'a même pas l'évaluation réelle des Richmond, par exemple. On n'a aucune donnée d'efficacité, c'était vraiment de la prévalence. Sur 3 jours séparés, donc il n'y a pas du tout de suivi. C'est même pas 3 jours d'affilée. Il y a Camille Kenney qui demande qui n'a pas de micro, mais qui demande si les chiffres ne seraient pas biaisés par les sédations transitoires, notamment dans l'idée des opioïdes, la présence d'opioïdes non systématiques par exemple pour les sédations nocturnes à but somnifère finalement. Eh Alors, ben, si, justement, mais en fait, il y a que 20 de sédation dans cette indication-là.
Et au final, on n'a que 20 patients, enfin, on n'a que 20% de patients sous morphinique. Donc, ça n'explique pas entièrement. Ça explique très probablement en partie les gens effectivement dans cette indication-là, mais pas uniquement. Et du coup, Parce qu'en plus, il on n'a pas donné. différencie la mise d'opioïdes en fonction du type de sédation. Et là, du coup, donc, sur les sédations transitoires, il y avait 2 avec des opioïdes. Et en fait, pour les sédations profondes, c'était 45%. Donc, on augmente un petit peu le taux d'utilisation des opioïdes pour la sédation profonde. Mais voilà. Après, pareil, de mettre les sédations transitoires pour sédation pour insomnie dans les sédations profondes, ça m'interroge un petit peu dans le sens où peut-être qu'effectivement, pendant la nuit, les patients sont au Richmond -4, -5, mais est-ce que vraiment c'est des sédations profondes? Je pense que les doses sont pas non plus toujours les mêmes, de midazolam, dans ces indications-là, c'est-à-dire qu'à un moment, les gens, dorment aussi. Donc est-ce que enfin, je trouve que d'avoir mis ces patients-là dans les sédations profondes, ça m'interroge un petit peu puisque je suis pas sûre que la part, pharmaceutique, soit majeure, dans le fait que les gens dorment la nuit. Enfin, pas pour tous les patients. C'est vrai. Et que peut-être qu'ils sont pas allés toute la nuit vérifier qu'ils étaient richement à -4, -5. Mais ça, c'était l'appréciation des prescripteurs. Ouais, Voilà, tout enfin à ça fait. Ouais. c'est les Un critères petit biais. d'inclusion définis à l'entrée dans l'étude donc. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires ou questions? Il n'y avait pas de recueil des posologies employées? Non, 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 là, c'était uniquement La voie de vote. sur les drogues utilisées, ouais. Et dans les et Bonjour. sur les voies Je, Oui? en fait, je vais pouvoir vous répondre. Je regardais le CRF parce que du coup, nous, on avait participé. Enfin, c'est toute la complexité entre les recueils de données et après ce qu'on peut mettre en avant dans un article. Donc, on avait bien les dosages, les voies d'abord, le rythme. Est-ce que c'était bolus ponctuel du début continu, des bolus plus continu. Mais c'était, on différenciait les thérapeutiques médicamenteuses utilisées pour l'induction et ceux qui avaient été utilisés après pour maintenir. Et pour ce qui était de la morphine, en fait, c'était l'utilisation des thérapeutiques médicamenteuses associées pour l'induction de la sédation profonde et continue. Ah, OK. Donc, ça peut expliquer en fait OK. pourquoi on a un si faible taux. Parce que voilà, ça peut porter à confusion parce que s'ils étaient déjà là ou si on a considéré que c'était pas pour l'induction. Ouais. Et parce que là, du coup, tu vois l'étude complète? Parce que nous, c'est vrai qu'on voit que l'article, mais là, du coup, tu as Non, c'est parce accès que à j'ai participé. Donc, du coup, j'ai le Il a CRF un vierge. tableau. d'accord, donc tu as plus Il a d'infos, des OK. infos qu'on n'a pas. Et bon, bah, tant mieux, tant mieux. Mais du coup, oui, c'est ça, c'est le problème de l'article où tu es obligé de résumer et tu peux pas tout mettre et tout expliquer. Exactement. Et pour la OK. procédure collégiale, je vous rejoins sur le fait que c'était pour chaque pratique sédative où c'était questionné la procédure collégiale, mais elle n'est pas du tout, elle n'est pas obligatoire pour les pratiques sédatives en dehors de la sédation profonde et continue. Donc c'est Ouais. logique aussi qu'on ait une telle différence. Ouais, mais là, dans la sédation profonde et continue, on est à 43%. Et après, ce qu'on voit dans d'autres articles, c'est souvent une méconnaissance de qu'est-ce qu'une procédure collégiale. Parce que OK. quand on interroge différemment les personnes, on se rend compte qu'à la question était-vous plusieurs médecins à réfléchir sur la situation, etc. Ils répondent oui, et après vous faites une procédure collégiale, ils répondent non. Oui, D'accord. ou OK. des fois les gens disent: «On a fait une procédure collégiale» et puis il y a pas de médecin, externe, à l'équipe ou c'est un réanimateur, du couloir d'à côté. Enfin, c'est vrai que la procédure collégiale, c'est en soi un sujet, vaste à explorer parce que c'est quelque chose qui est mal maîtrisé, mais même moi, je trouve, pour l'expliquer, c'est pas toujours très simple. Par contre, le fait que les opioïdes soient utilisés, qu'il y ait que 24% d'opioïdes utilisés pour l'induction, ça me paraît beaucoup plus logique. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que, du coup, Adrien, tu peux voir combien avait d'opioïdes avant l'induction ou pas? Non, vous n'êtes pas Bon, c'est partie des données récoltées.
on ne D'accord. saura pas. Non, c'est vraiment que il fallait que ce soit court, parce que le risque, c'est que si les gens ne répondent pas. Donc, il y avait une Oui. Ah partie oui, qui ouais, était bien sûr. sur Ah, mais les caractéristiques du patient, uniquement quelle pathologie, voilà. Et après, c'était l'intention de la sédation. Mm. Le ok. consentement, en fait, en suivant un peu la question du CEDAPAL, donc durée, consentement Mm. et profondeur. Après, il y avait une question sur un topo sur la procédure collégiale, et après, c'était les thérapeutiques médicamenteuses, sédatives et associées, mais ça, c'était que pour la sédation profonde d'emblée. D'accord. Ok. Et pour la Ouais, voie mais d'abord, quelqu'un a posé la question tout à l'heure, c'était 66% d'intraveineux et 20% de sous-cutané. Le reste en non connu. Alors 14% de non connu. Le sous-cutané, je crois que c'est précisé dans l'article, c'était essentiellement le domicile. oui. En fait, si on Comprends. le compte pour les procédures collégiales, il y avait finalement 46 situations qui relevaient de la loi Claes-Leonetti. Et dans ces 46-là, il y a 41 procédures collégiales. Enfin, en tout cas décrites comme telles. Donc, Ouais. c'est plutôt bien fait du coup. Oui, ça va. On n'est pas trop mauvais. Ça va. C'est une conclusion plus optimiste que prévu. Après, c'était aussi au niveau des titrations. Enfin, c'était Adrien, peut-être tu sauras, mais la titration était du coup un critère d'inclusion des patients ou pas forcément? Non, c'est les critères. Alors, j'ai fermé le document, mais les critères d'inclusion, c'était pas. C'était les suivants, je vais dire. C'était Pour c'était vraiment inclure, très. il fallait suivi dans une structure spécialisée de soins PAL ou HAD, en situation palliative d'une maladie grave et incurable, d'une maladie non guérissable, en situation terminale, c'est-à-dire avec une espérance de vie inférieure ou égale à 4 semaines selon l'investigateur. Ça, c'était les critères d'éligibilité. Et après, on déclarait ceux pour qui on considérait qu'on avait une intention de sédation, quel que soit le type de sédation. D'accord, une intention de c'était une sédation, intention. mais sans forcément qu'elle soit profonde du coup. Non. Après, on dit pour les médicaments, il n'y avait que pour les médicaments ou c'était pour la profonde et continue. Pas profonde, pas continue, parce que du coup, c'était marqué d'emblée profond. Un des chiffres intéressants aussi, c'est qu'il y a presque 60% de titration. Enfin, en tout cas, il y a avec à l'induction des bolus dans 60% des cas, et c'est beaucoup par rapport à d'autres études ou d'autres contextes de soins. Je vois par exemple une étude qu'on avait faite en France dans des services de gériatrie où il y avait beaucoup moins de titration au départ. Et or, la titration à l'induction fait partie des bonnes pratiques sédatives. Donc ça, c'est plutôt aussi chouette. Ça, c'est aussi parce qu'on est sur des équipes spécialisées au final. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, peut-être. Super. Il y a d'autres. Adrien, toi qui as participé, tu étais étonné de voir ces résultats ou il y a des choses qui te donnent à penser un petit peu? Non, c'est toute la difficulté d'avoir des chiffres en vie réelle. Déjà, on n'a pas tous les centres, donc ça, c'est aussi un biais. C'est-à-dire que ceux qui participent, c'est peut-être ceux qui font des sédations. Parce qu'ils se sont dit que s'ils ne faisaient pas de sédation, ça ne servait à rien. Donc peut-être que c'est surestimé. Et puis après, c'était qu'un jour donné. Donc c'est de la prévalence sur 3 jours dans l'année. Donc là aussi, voilà, ça peut biaiser dans un sens comme dans un autre. L'avantage, c'est que là, c'était prospectif comparé à celle de Gary Pommier qui était rétrospective. Mais par contre, Gary Pommier en rétrospectif, il prenait l'ensemble des patients décédés sur les 6 derniers mois et il ouvrait tous les dossiers pour voir quelle thérapeutique avait été pris, qu'est-ce qui était dans le dossier. Là, du coup, ça permettait d'être plus, on va dire, certain de l'homogénéisation
des termes utilisés et des relevés de données. En tout cas, ça donne des indications. Après, c'est la difficulté de... Là, je pense qu'on aura bientôt, là, dans 1 an ou 2 ans, les remontées des cotations via le PMSI, vu que maintenant il y a une cotation sédation profonde et sédation non profonde. Mais la réalité, ce sera des données totalement fausses, parce que vu que ça ne rapporte pas d'argent pour l'établissement, il n'y a aucun intérêt à faire la cotation. Donc, voilà. Donc, on va encore sortir des chiffres qui seront totalement inexacts. Et ça va juste dire quels sont les établissements qui l'ont déclaré, mais voilà, on n'a pas d'obligation de déclaration. Et c'est le PMSI étant juste pour de la T2A, vu que ça ne rapporte rien. C'est une tentative. Ce qui est intéressant aussi, c'est la question posée sur l'intention de sédation. Parce que entre ce qui est fait et ce qu'on pense faire, il peut y avoir aussi tout un gaps. Je vois par exemple dans certaines études basées sur les dossiers cliniques, donc plutôt rétrospectives, on observe que peu de pratiques sédatives sont tracées comme telles, alors qu'on est dans des situations d'utilisation de traitements sédatifs avec des conséquences sur la vigilance des patients qui sont, où l'argument de causalité est probablement fort parce que c'est juste après l'induction du traitement, etc. Et où pour autant, ce n'est jamais tracé comme une pratique sédative. Ouais. Donc, là aussi, c'est... Oui, il y a ce biais-là de sous-estimation dans cette étude-là, où on sait qu'en fait, la problématique, c'est la définition en tant que telle et comment on le perçoit. Donc oui, la question de l'intention. Mais en tout cas, c'est rien que de poser la question comme ça, je trouve que ça vient aussi faire réfléchir les praticiens sur leur pratique et se dire, ah bah oui, ça peut-être qu'en fait, c'était bien une intention de sédation, même si je ne l'aurais pas formalisé comme ça d'emblée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir accès au domicile, parce que c'est vrai que c'est assez rare. Donc, c'est une des premières études qui a pu faire du prospectif sur le domicile. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Ouais, alors j'ai du coup cherché les études sur le domicile et en France, non, sur la prévalence, mais alors en Italie, voilà, j'ai trouvé des études, un auteur qui est motivé des sédations au domicile et qui a déjà fait 3 études, mais voilà, c'est les seules que j'ai trouvées au domicile de sédation. Donc en effet, c'est des études assez rares. Et dans la prévalence dont lui ressortait, notamment en 2024, c'était 10% de sédation au domicile, de sédation profonde au domicile, chez les patients en phase terminale.